Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 19 janvier. Au sommaire aujourd'hui, on donne la parole à Région de Nyon. Une année et demie après le changement de législature, quel bilan en faire avec le conseil intercommunal? On donne la parole au président de l'association. Frédéric Mani sera avec nous et est déjà là depuis les coulisses. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Ensuite, en sport, après un premier tour de championnat compliqué et une élimination en Coupe Suisse en fin d'année dernière, le BBC Nyon est chargé à bloc pour cette deuxième partie de saison. Sera avec nous en plateau Stéphane Ivanovic, l'entraîneur du club. Bonjour à vous et bienvenue. Enfin, en culture, hommage à Jean-Luc Godard, disparu en 2022. Le Casino Théâtre de Rôle et le service de la culture lui dédient une journée hommage avec une série de projections et de rencontres. Avec nous aujourd'hui sur le plateau, Fabrice Aragno, le réalisateur, ami et collaborateur de Jean-Luc Godard, sera avec nous. Fabrice Aragno, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec nous aujourd'hui également notre très cher ami Alexandre Caporal. Où es-tu? Que fais-tu aujourd'hui? Salut Andrea, eh bien je prends un bain de soleil à Gland et qu'est-ce que ça fait du bien. Non, regarde, devant la salle d'escalade Totem, du coup, sur l'avenue du Mont-Blanc à Gland. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Eh bien parce que les fondateurs en fait de cette salle d'escalade eh bien organisent un nouveau convoi. Je dis nouveau parce que c'était le cas déjà l'année passée, pour aller en Ukraine apporter justement à la fois des vêtements, des génératrices, des ampoules, enfin bref, plein de matériel justement pour les Ukrainiens en raison de la guerre. Mais apparemment, justement, ça marcherait un peu moins bien, les dons des gens pour ce prochain convoi, que l'année passée. Du coup, on va expliquer tout ça avec les organisateurs et puis on va détailler pour savoir de quoi est-ce qu'ils ont besoin avant leur départ le 4 février. À tout à l'heure, Alexandre, merci beaucoup. Frédéric Mani, je vous en prie, venez me rejoindre sur le plateau. Vous êtes le président de Région de Nyon. On va revenir avec vous dans le temps. Bienvenue, merci beaucoup d'être sur ce plateau. Alors, 2021, c'était une année qui a été marquée par le changement de législature, je le disais en début d'émission, avec des élections communales notamment. Et qui dit nouvelle législature, dit également changement, tant à l'exécutif qu'au sein des communes. Est-ce qu'on peut le dire maintenant, ça y est, tout le monde est en place ? Oh oui, tout le monde est en place, mais ça fait déjà plusieurs mois. Et maintenant, on peut dire que pour cette législature, Région de Nyon roule. Ouais, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent ? Oui, ils ont déjà commencé depuis un moment. Des points importants qui ont été établis depuis juillet 2021. C'était élaborer un préavis qui permettrait de créer une carte de transport pour tous les personnes qui viendraient dormir une nuit dans notre district, carte de transport journalière. Et ça, nous avons réussi à boucler complètement le projet. Donc, on est assez fiers de cette réussite. Et puis, on a cherché aussi à fédérer les communes, à se faire mieux comprendre et connaître. Et puis, dans les résultats, depuis ces 18 premiers mois, eh ben, il y a l'adhésion de Cran, qui a rejoint notre association, et l'augmentation de cotisation qui a été un grand challenge pour les membres du comité directeur afin de déterminer quelle est l'augmentation et quelle argumentation, explication et autres pour que ce soit accepté par notre législatif. Alors, plusieurs points intéressants que vous avez abordés. On va peut-être y revenir d'ici quelques instants, notamment la mobilité, puisque c'est un gros enjeu de cette législature et d'autres communes aussi. Mais j'aimerais revenir sur le 30 juin où avait lieu la séance d'installation. À titre personnel, qu'est-ce qui vous a marqué depuis le début? Est-ce qu'il y a des choses desquelles peut-être vous avez été surpris ou vous ne vous y attendiez pas? Marqué, non, par contre, réjoui de l'enthousiasme des collaborateurs. Le bon accueil des collaborateurs pour le nouveau comité directeur, parce que sans les collaborateurs, on ne peut pas faire grand-chose. Et puis, la bonne ambiance au sein du comité directeur, malgré des discussions sur différents sujets, on arrive à toujours des consensus, une voix unique et un soutien de l'entier des membres. Donc c'est très agréable de présider une telle association.
Alors la mobilité, vous en parliez tout à l'heure, on sait que c'est un gros enjeu pour la région, mais aussi pour les communes. On peut par exemple citer Nyon, où les candidats actuellement en font campagne. On parle beaucoup de gratuité des transports. Est-ce qu'aujourd'hui, toute la région doit réellement se mettre ensemble pour avoir une gratuité, mais dans toutes les communes, pas seulement certaines qui pourraient s'y proposer. On voit qu'il y a une carte qui est jouée avec Région de Nyon, mais est-ce qu'aujourd'hui vous êtes un facilitateur, peut-être aussi avec le canton, pour créer cette gratuité au sein de toutes les communes? Alors, nous sommes un acteur fédérateur, mais je pense que cette gratuité ne pourra pas se faire commune par commune, mais qu'elle doit être instaurée au niveau cantonal. Il y a une telle liaison entre chaque région pour ces transports publics qu'on verrait mal que le district de Nyon ait une gratuité de transport et puis que sitôt que l'on passe sur le district de Morges, on repaye ou sur le canton de Genève. Mais ça veut dire quoi, pardonnez-moi, que Région de Nyon, à ce moment-là, doit rentrer en contact avec le canton? C'est lui le facilitateur, c'est lui qui va instaurer ces échanges? Non, ça passerait par quoi? Région de Nyon est un appui aux communes, à la volonté des communes de partir sur un projet de transport gratuit pour notre population. Alors on dit transport gratuit ou transport moins cher, étant donné qu'on aimerait valoriser encore plus ces transports publics, que ce soit le train, les bus, et puis il y a la mobilité douce aussi, les vélos, qui sont importants. Et le canton est en train de travailler. Alors, pour les vélos, ils ont bien réagi ces derniers mois en faisant des propositions et instaurer le vélo au centre de son projet de législature. Mais la mobilité douce, c'est une chose, et le transport public, c'en est une autre. Et je pense que là, le canton, avec quelques discussions avec les départements, sont en train d'élaborer des actions en lien avec les transports publics. C'était dans le plan de législature du Conseil d'État de regarder pour éventuellement proposer les transports publics gratuits pour les jeunes de moins de 25 ans. Autre sujet, la culture. Un bilan des 10 ans de politique culturelle a été dressé et présenté dernièrement dans les grandes lignes. Qu'est-ce qu'il dit, ce bilan ? Le bilan dit que sans une fédération des communes du district, on ne pourrait pas avoir une telle manne de culture, de variation de culture, étant donné que ça coûte, ça demande aussi beaucoup de communication, et le fait de soutenir et puis d'en parler au niveau de Région de Nyon est un plus pour les différentes instances culturelles de notre région. Maintenant, c'est un début. Oui. Il faut aller plus loin. Vous parlez notamment de souhaits non réalisés, c'est-à-dire qu'il a des objectifs, c'est lesquels ? Alors, pour l'instant, ils sont en discussion. Je ne peux pas vous en sortir comme ça. Mais la volonté, c'est d'apporter plus la culture au sein de nos citoyens, de les sensibiliser et puis de les faire venir, de les faire découvrir ce qui a été instauré, mis en place, que ce soit à Nyon, à Rolle ou ailleurs. Tout ce qui a été soutenu d'un point de vue culturel nécessite maintenant pas une prise en main, mais une implication de nos citoyens pour aller voir, participer à cette culture. Toutes les cultures, parce que je sais qu'il y a plusieurs discussions qui avaient eu notamment à Région de Nyon, de savoir est-ce que justement on soutient peut-être des groupes qui sont peut-être non professionnels. Il y a aussi pas mal de chorales dans la région, il y a ces questions-là qui se posent notamment. Est-ce que là aussi il y a des enjeux? Est-ce qu'on soutient vraiment toute la culture? On ne soutient pas toute la culture, mais on soutient par rapport à nos moyens. C'est-à-dire que pour soutenir à plus large échelle, il faudra avoir des finances plus grandes. Parce que de venir soutenir, par exemple, l'usine à gaz avec quelques centaines de francs, milliers de francs par année, aurait très peu d'impact sur les besoins pour instaurer une culture au sein de l'usine à gaz. Donc on ne peut pas après soutenir toute la culture de notre district. Et il faut faire des choix. Et donc, des choix ont été mis en place. Maintenant, on est en train de réfléchir à d'autres idées, mais l'important, c'est de stabiliser ce qui a déjà été soutenu pour rendre pérenne.
En tout cas, de bons espoirs, puisque le budget 2023 qui a été présenté est lui aussi avec des comptes positifs. Quelles sont les grandes lignes de ce budget? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Parce qu'on sait que Région de Nyon a souvent l'habitude de nous dire mais finalement, on ne peut pas payer pour tout le monde et pour tout. Donc là, vu qu'il y a ces comptes, ces budgets plutôt positifs, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une marge de manœuvre qui soit un petit peu plus grande pour les années à venir? Alors, je dirais pour cette législature, le but principal de l'augmentation de cotisation, c'était d'assainir l'association. Il y a énormément de préavis qui n'ont pas été amortis. Ce qui fait que dans les comptes, nous avons des amortissements qui pèsent plus d'1/4 de million annuellement et donc qui pénalisent des soutiens supplémentaires ou des financements de projets. Donc le but premier, c'est d'assainir. Et puis après, une fois qu'on aura assaini, en fonction des demandes des communes et des approbations du législatif, soit on s'est engagé à diminuer la cotisation si on n'en a pas besoin, ou alors à justifier des projets, des demandes si nécessaire. Et puis un changement, c'est qu'il y a un plus grand soutien au sport, qui avait été une reproche ou une demande du législatif. À l'époque, étant donné que nous avions peu ou pas de demandes, nous avions diminué drastiquement au budget, voire une année où il n'y avait rien du tout pour le sport. Nous n'avions pas de personnel au secrétariat de Région de Nyon en charge du sport. Et donc là, on a remis en route ce soutien au sport pour l'année 2023. Et puis, il y a un enjeu aussi important, c'est l'aménagement du territoire qui nécessite vraiment une implication de Région de Nyon en tant que coordinateur par son implication dans le Grand Genève, mais également de tous nos politiques du district et des citoyens, parce qu'est en train d'être élaborée la stratégie 2050 pour notre district. Comment est-ce qu'on envisage son développement? Et là, l'aménagement du territoire nécessite l'aménagement, beaucoup. notamment avec ce Grand Genève dont on en a beaucoup entendu parler. Frédéric Magny, président de Région de Nyon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Excellente journée à vous. Pareillement, merci beaucoup de votre invitation. Au revoir. Alexandre, on retourne à toi. Tu es exactement à Gland et tu es voilà, devant le mur de l'escalade. Oui, exactement. Alors, je ne vais pas grimper, Andrea, mais je suis donc avec Arthur Bonneus. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le cofondateur de cette salle Totem à Gland. Et puis avec Carole Esslinger, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes notamment la coordinatrice de ce convoi qui va partir en Ukraine le 4 février, qui rassemble donc du matériel pour le besoin des Ukrainiens. Arthur, j'ai envie de vous demander pourquoi est-ce qu'une salle d'escalade à Gland, ici, a décidé d'organiser un convoi pour l'Ukraine? Bon, nous, on a beaucoup de peine à accepter la situation. C'est vrai qu'on a toujours été ouvert, on accueille des gens en permanence, on accueille tout le monde. C'est une question aussi d'état d'esprit, liberté de penser, des libertés en soi. Et c'est important, nous, de défendre ces valeurs-là. Ouais, c'est-à-dire que c'est votre personnalité qui a fait que vous vous êtes dit, mais en fait, il faut qu'on organise quelque chose. Mais alors, quels moyens vous avez mis en œuvre justement pour faire tout ça? Bon, alors moi, déjà, ça fait très longtemps que j'aurais voulu faire de l'humanitaire. J'ai fait une entreprise d'escalade. Donc, je suis très, très fier de pouvoir maintenant aussi y contribuer via mon entreprise. Mais en fait, oui, donc, la première fois, c'était au mois de mars. On avait mis à disposition tous nos bus pour y aller. Ouais. On avait demandé en 10 jours à tous nos clients de remplir les bus. D'accord. Ils avaient amené de la nourriture, des habits chauds. Ils avaient amené tout plein de denrées de première nécessité. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, là maintenant, c'est un petit peu plus tard donc, dans le conflit. Et on s'est laissé un peu plus de temps pour organiser. D'accord. Bon, Carole, vous allez nous expliquer tout ça. Prenez le micro et puis alors, mettez-le bien près de votre bouche, si jamais venez avec moi. On va voir justement comment ça se passe pour faire des dons. Qui c'est qui peut faire des dons et puis comment? Alors, tout d'abord, n'importe qui peut faire des dons et on a différents moyens, on va dire, pour ces personnes de faire des dons. Tout d'abord, on a des collectes locales, comme vous pouvez le voir autour de vous, en commençant par là. On a des gens qui ont fait énormément de dons de couverture. Il y a des couvertures qu'on voit. On a des dons de sacs de couchage, d'habits chauds. Dans d'autres centres, on a également reçu beaucoup de conserves alimentaires. Oui. Des piles, des lampes de poche, des ampoules, car actuellement, on va dire, le gros besoin en termes de matériaux de première nécessité pour l'Ukraine, ce sont
des piles, des ampoules UV, des sacs de couchage, des polaires, Ouais. des couvertures, des conserves, des génératrices. Malheureusement, les génératrices ne sont pas des choses que monsieur et madame tout le monde ont chez eux. Oui. C'est pour ça qu'à côté de cela, Il y a des dons financiers. c'est ça. exactement, on a organisé 2 choses. Un crowdfunding Oui. qui est toujours en cours, que vous pouvez trouver sur la plateforme We Make It. Vous pouvez aller sur www.totem.ch/Ukraine et là, vous pouvez participer avec un don financier au travers du crowdfunding. Et la semaine passée, on a également organisé une vente aux enchères dans nos bureaux avec Ublanc. D'accord. Différentes prestataires nous ont offert des biens et des services qu'on a mis en vente Oui. pour récolter de l'argent pour pouvoir justement acheter le matériel qu'on n'arrive pas à récolter dans nos centres. Et ensuite, qui c'est qui va en Ukraine, justement, le 4 février? Donc, vous allez faire partir des vannes, des fourgons. Qui c'est qui va en Ukraine? Alors actuellement, on a planifié de partir avec 5 de nos bus de chez Totem. Avec, il y aura Arthur qui sera celui qui va mener le convoi. Moi-même, je vais participer. Et ensuite, on a des bénévoles qui vont venir en tant que chauffeurs nous aider à conduire. On sera 3 conducteurs par bus pour aller directement. On va faire un aller-retour direct jusqu'à la frontière ukrainienne. Un aller-retour jusqu'à la frontière. Alors, c'est la deuxième fois que vous allez le faire, Arthur. Juste un petit mot, parce qu'il me semble que contrairement à l'année passée, vous peinez un petit peu à récolter des dons, justement. Oui, alors exactement. Donc, l'année passée, au mois de mars, ça a été vraiment facile dans le sens où on a fait un appel. C'était avec plusieurs salles de grain. On a fait un appel à nos clients d'amener des produits de première nécessité. Alors, c'était aussi des brosses à dents, c'était des tétines, des comperses. C'était des biens que tout le monde pouvait amener. Là, maintenant, c'est plus la même chose. On a besoin de génératrices, on a besoin d'ampoules, on a besoin de choses qui sont un peu plus chères, qui sont moins communes d'avoir chez soi. Et je pense aussi que avant, on était dans le choc. C'était choquant, il y avait cette invasion, voilà, tout le monde était dans l'émotion. Maintenant, ça s'éternise un petit peu, les gens en ont marre, ils ont un peu peur, ils voient que les essence a beaucoup moins augmenté, donc c'est plus aussi normal c'est plus autant émotionnel. Mais alors, comment expliquer qu'il y ait d'autres associations, justement, qui arrivent à récolter des dons? Je sais qu'on a parlé de l'association Ukraine, justement, qui cartonne, entre guillemets, si j'ose dire, en tout cas, qui récolte beaucoup, beaucoup de dons. Comment ça se fait que vous, ce soit moins le cas? Alors, peut-être qu'on est moins bon en marketing, je ne sais pas. Alors, mais bon, mis à part ça, après, ils font leur promotion, ils font tout ce qu'il y a à faire. Et heureusement, entre guillemets, c'est de voir qu'il y a des gens qui veulent toujours aider, qui ressentent encore ce besoin de faire. Chose que nous, par exemple, c'est le cas. Après, notre métier, c'est de vendre de l'escalade et on le fait à côté. Donc forcément, c'est... Oui, vous faites ça de manière totalement bénévole dans votre temps libre. Tout à fait. En tout cas, bravo pour votre action à tous les deux. On espère justement qu'il y aura davantage de dons jusqu'au 4 février, donc qui peuvent venir dans les 5 lieux Totem, et puis notamment ici à Totem Gland. Arthur, vous restez avec moi parce que c'est l'occasion que je sois ici à Totem Gland pour faire un petit tour un peu de ces murs d'escalade et puis parler un petit peu de Totem justement. Voilà, Andrea, donc totem.ch pour faire des dons et puis venir apporter des couvertures, des piles, des ampoules et autres choses dont les Ukrainiens auraient besoin. À tout à l'heure, Alexandre, merci beaucoup. On va donc passer au sport et on donne la parole à l'entraîneur du bébé Seignon, Stéphane Ivanovic. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Avec vous, on va parler de cette deuxième saison, faire un petit bilan de cette première partie également, qui a été compliquée pour le bébé Seignon. On va voir ce que vous en dites. Et puis, une élimination en Coupe Suisse en fin d'année dernière. Bonjour et bienvenue. Merci d'être sur ce plateau. Alors, on l'a dit, un début de saison qui a été compliqué, qui ne se passe pas vraiment comme vous le souhaitez. Quelle analyse vous en faites ? Oui, je crois que cette année, le championnat est très équilibré. Il y a eu beaucoup de surprises et aussi, je crois que nous, on est partis cette année avec des expectatives un peu différentes au vu de la saison précédente qui a été très bonne, j'ai envie de dire. Cette année, je crois que moi inclus et mes joueurs qui étaient déjà l'année passée avaient des expectatives peut-être un peu plus grandes. Et on a été déçus. On a eu 3-4 matchs qu'on a failli gagner qui auraient beaucoup changé la donne. Ça ne s'est pas passé, mais je vous avoue que mes joueurs, ils bossent énormément et je crois qu'on joue de mieux en mieux. Et puis, comme vous l'avez dit, cette saison, on a déjà commencé à montrer aussi des victoires. Donc, je crois. Alors, pour l'instant, c'est 2 victoires sur 10 matchs. J'imagine qu'il y a beaucoup de remises en question, peut-être même vous, à titre personnel. Dans ces moments-là, on se dit quoi? Non, on en est à 4, là. À 4, plus de, allez. Non, ça change, c'est le double. C'est vrai. Non, cette année, on a commencé sur les 3 matchs derniers. On a gagné les 2 premiers, on a perdu hier soir. Mais comme je dis, je crois que ça montre qu'on s'améliore
jour après jour et on n'est vraiment pas loin de la zone de play-off, que c'est un peu notre objectif. Et l'important, c'est ça, c'est qu'on reste soudés. Le groupe, il a une très bonne attitude et je suis sûr qu'on va y arriver. Ouais, le top 6, justement, est-ce qu'on peut encore y croire ou pas? Oh, bien sûr, on n'est même pas à la moitié du championnat. Donc on a vraiment encore beaucoup de temps. Et on est à une victoire en ce moment du play-off. Donc peu à peu, ça va venir. Lorsqu'on avait reçu sur ce plateau Jérôme Darbre, le nouveau président du club en octobre dernier, il disait « Notre objectif à nous, c'est de faire bien mais avec peu ». Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque? Je ne sais pas si déjà vous êtes d'accord avec cette analyse du faire bien mais avec peu. Il parle des moyens économiques, j'imagine. Moi, je trouve qu'on a une équipe, on a des joueurs, on a la chance d'avoir beaucoup de joueurs locaux qui sont dans la région, qui jouent pour le plaisir, pour l'amour du sport, on va dire, l'amour du club. Mais est-ce que très franchement, aujourd'hui, cet aspect financier, il embête un petit peu le club? Est-ce que c'est ce qui tire vers le bas? C'est toujours plus difficile de ramener les joueurs pour venir à Nyon, pour jouer pour nous professionnellement, si on n'a pas les moyens qui suivent. Donc c'est sûr que c'est pas facile. Mais même les étrangers qu'on a cette année, je crois qu'on a très bien eu ce qu'on voulait, des bosseurs qui ont envie de progresser, qui ont envie de se développer, pas des stars, pas des gens un peu casse-tête. Donc on est très content à ce niveau-là. Ouais. On a parfois la sensation que justement le bébé Seignon n'arrive pas réellement à trouver chaussure à son pied, parce que ces étrangers, il y a eu beaucoup de départs aussi, de tournus. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à créer cette dynamique-là à Nyon avec ces joueurs étrangers? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez peut-être une analyse qui expliquerait cela? Non, la partie économique, ça fait qu'il faut qu'on aille chercher des joueurs, soit rookies, qui n'ont jamais joué en Europe, avec toujours ce risque de voir comment ils vont s'adapter, voir quelle personnalité ils ont, voir comment ils s'adaptent au basket européen. Ou aussi des joueurs qui n'ont pas réussi d'autre part, qui ont le potentiel mais qui n'ont pas réussi. Enfin, on doit un peu choisir avec nos moyens les meilleurs profils qu'on peut trouver. Mais est-ce que Nyon peut réellement rêver à du basket à l'américaine, parce qu'on sait que c'est souvent des grosses stars, qu'il y a des gros budgets, des profils aussi, des caractères. Et peut-être que ces caractères-là ne s'intègrent pas forcément à Nyon, qui est une ville quand même à taille humaine, de petite taille. Et du coup, c'est là où on a du mal à trouver chaussure à son pied. Est-ce que c'est ça qui manque aujourd'hui? Vous parlez de basket à l'européenne, ça veut dire Voilà, mais nous on est contents avec le basket à l'européenne. C'est un style de jeu un peu moins showtime, plus centré sur le travail, le développement, la tactique. Et je crois qu'on est content avec ce style de jeu-là. Non, je ne pense pas qu'on est, en tout cas dans le futur proche, des grandes stars américaines qui vont venir à Nyon. Je vois ça un peu compliqué, mais on est très content avec les joueurs qu'on a. Bon, très bien, on va se concentrer sur la suite maintenant. Les objectifs pour le bébé Seignon, on l'a dit, c'est arrivé finalement dans ce top 6, vous y croyez, mais sur quels aspects il faut travailler? On a dit, ces 4 victoires, qu'est-ce qui fait que ça marche aujourd'hui et qu'est-ce qu'on garde et sur quoi est-ce qu'on doit travailler? Non, c'est sur le travail du jour à jour, sur cet esprit d'équipe, sur cette volonté, l'agressivité qu'on veut donner, la vitesse de jeu qu'on est en train de développer aussi. Honnêtement, je crois qu'on est en train de faire de mieux en mieux comme équipe et c'est comme ça qu'on va y arriver. Ouais, samedi, face à Vevey, quels sont vos pronostics? Un match très dur. Vevey, ils ont fait une très très bonne saison pour l'instant. Ils jouent très dur, très physique. On a eu un match à Nyon qui a été très serré jusqu'aux dernières 3 minutes. On les a déjà joués 2 fois cette année, on sait à quoi s'attendre. Ça va être un match dur, aux Galeries, c'est toujours comme ça, mais on se réjouit de la belle ambiance qu'il va y avoir là-bas. En tout cas, on est derrière vous. Stéphane Ivanovic, merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis salutations au club. À très bientôt. Merci à vous. Alexandre, on retourne à toi. Donc tu passes au sport toi aussi. Est-ce qu'on va devoir grimper? Non, je t'ai dit, André, je ne vais pas grimper. J'ai pas les bonnes chaussures. Arthur, déjà, il faut des chaussons. Donc, on va pas faire ça maintenant comme ça. Et puis, j'ai pas envie de me faire mal non plus. Arthur, on va visiter un peu ce centre Totem. Alors, c'est vrai qu'il a été ouvert, fondé en 2016. C'est ça que vous nous disiez. Alors, tout est parti de cette salle, ici à Gland. Puis aujourd'hui, Totem, c'est 5 centres en Suisse romande. On peut dire plein succès pour Totem, tout va bien? Oui, en tout cas, nous, on est très contents, on est très fiers de ce qu'on a accompli et en tout cas de ce qu'on fait au quotidien, oui, on est très, très fiers de nous. Ouais, mais il y a combien de personnes aujourd'hui qui viennent grimper en fait sur ces blocs ici à Gland et puis dans les autres totems? Bon, alors, si je parle d'entrées, il y a plusieurs centaines de milliers d'entrées. Ah oui, par année? Par année, ouais. Plusieurs dizaines de milliers de personnes différentes. Donc, on est très très fiers, il y a pas mal de gens qui viennent. En gros, ceux qui pratiquent maintenant de plus en plus, c'est un peu moins
les grimpeurs à proprement dit qui grimpaient avant dehors, c'est des gens qui ont envie de passer un bon moment entre amis, en famille, et qui veulent juste profiter de faire du sport de manière ludique. D'accord. Alors, je vais juste prendre ce micro parce qu'on me dit en régie que le vôtre fonctionne faiblement. Arthur, du coup, c'est aussi lié à l'essor de la grimpe, c'est-à-dire que ces dernières années, vous avez vu un succès particulier, c'est-à-dire un engouement, en tout cas, des gens pour essayer la grimpe. Alors, ça faisait déjà un petit moment quand même que la grimpe, ça fait déjà longtemps que la grimpe existe en salle et tout. C'est vrai qu'il y a eu un essor des salles de grimpe. On était avec plusieurs salles. Nous, c'est vrai qu'en construisant 5 salles en 5 ans, eh bien, ça a aussi un peu activé toute l'histoire. Il y a les Jeux Olympiques, il y a les Coupes du Monde. L'escalade, c'est quand même un sport, c'est commun en Suisse de plus en plus. Mais oui, je pense que les gens en avaient juste marre d'aller faire du sport à l'intérieur en faisant du fitness. Et peut-être d'avoir une activité qui soit plus ludique, un petit peu moins répétitive et surtout beaucoup plus sociale. Parce que nous, en plus de ça, après, il y a le bar, on peut boire une bière, on peut manger pizza. Ouais, le bar qu'on voit, voilà, juste derrière nous, effectivement. Et puis alors, le côté ludique du bloc, c'est qu'en fait, ces prises, vous les changez plusieurs fois par semaine, par mois, pour justement créer des nouvelles pistes. À Gland, justement, les gens ils peuvent venir aussi dans ce bloc toute la journée. Ça marche comment? En fait, c'est ouvert tous les jours de 10h à 10h, 10h matin à 10h soir. Sauf le week-end, à partir de ça ouvre à partir de 13h30 jusqu'à 22h. Et la raison, en fait, qu'on fait le matin, c'est qu'on a des anniversaires le matin, donc les enfants qui crient et qui hurlent partout, donc c'est pour ça qu'on préfère fermer aux clients, parce que ça a l'air petit. Ouais. Mais oui, sinon, chacun peut venir, il y a soit à l'entrée. Il y a des cours aussi, de la compétition. On fait des cours, on fait des compétitions de Prime Maniac, un circuit régional de compétition, qui est actif dedans. Donc oui, on fait tout ce qui est des activités, on va dire, de grimpe. Mais en plus, on fait des événements, blacklight, on fait des soirées avec des films, on a tout ce qui est en fait chouette. Si vous avez envie de passer un bon moment, vous venez chez Totem. Voilà, exactement. Alors, la grimpe dans la région, dernière petite question, c'est vrai que nous, on connaît la championne Sofia Yokoyama. Elle vient ici s'entraîner à Gland? Ah bah oui, hein, Sofia, c'est une longue histoire avec Sofia, puisque depuis le début, on a travaillé avec son papa notamment. Donc avec ses parents. Donc, Sofia, oui, c'est une longue histoire. Elle s'entraîne de temps en temps là. On lui avait ouvert on livre. Généralement, souvent les portes. Alors, toute l'équipe nationale peut venir chez nous. Bon, et merci beaucoup, Arthur. Je vous souhaite une bonne journée et du coup, bon courage pour la suite avec ce projet donc, de convoi en Ukraine pour le 4 février. Merci beaucoup. Voilà, Andrea, je vais demander à Arthur peut-être des conseils pour savoir comment être un bon grimpeur. Je t'en dirai des nouvelles. Ça marche, on se réjouit de te voir à l'œuvre. Merci Alexandre, très belle journée à toi. Fabrice Aragno, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Le service culturel de la ville de Rolle et le Casino Théâtre de Rolle rendront hommage à Jean-Luc Godard et à son œuvre le dimanche 22 janvier. On en parle avec vous. Bonjour Fabrice. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, des projections et des rencontres seront proposées tout au long de la journée. Fabrice Aragno, vous êtes réalisateur, un ami de longue date, je peux le dire, de Jean-Luc Godard, mais également un collaborateur. J'imagine que pour vous, participer à cette journée, ça faisait sens. Oui, ça fait plus que sens. C'est toujours bizarre pour moi de parler d'un hommage parce que j'ai encore de la peine à conceptualiser le fait qu'il soit parti. Je pense que c'est aussi important de faire quelque chose à Rolle parce que je suis content qu'il y ait le président de la région parce qu'en fait, il a utilisé la région depuis 40 ans ou 50 ans, qui est une renommée mondiale dans le monde. Les gens connaissent Rolle. En tout cas dans le monde du cinéma, parce que c'est l'endroit où il habite, mais où il habitait, pour mettre le passé maintenant. Mais surtout qu'il a travaillé, il a filmé de partout quoi, dans la région, des endroits inconnus. Chaque fois on se dit, mais comment est-ce qu'il arrive à trouver un garage particulier le long d'une route, une plage particulière Vous qui le connaissiez bien, justement, à votre avis, qu'est-ce qui faisait qu'il arrivait à trouver ces endroits magiques? Vous m'aviez dit, notamment lorsqu'on s'était rencontrés, qu'il avait ce regard d'enfant. Est-ce que c'était ça, finalement, Jean-Luc Godard? Il arrivait à s'émerveiller d'à peu près tout. Oui, c'est un immense artiste, donc il voit... Enfin, il a ce côté... il est resté un enfant du regard, donc il voit les choses pour ce qu'elles sont. Il va à l'essence des choses dans ce qu'il voit, dans ce qu'il entend. C'est un observateur du monde, pas uniquement de Rolle, mais du monde entier. Donc même depuis sa petite maison des petites buttes,
le petit appartement, il y avait un téléviseur, plus petit que ceux-là, mais il voyait le monde entier à travers ça. Et il remet ça dans ses films, notamment le dernier qui sera présenté le matin, je crois, là, au Casino Théâtre de Rolle. Le livre d'images, c'est quelqu'un, il voit les choses que nous, on ne voit plus, où on n'ose pas voir, où on est toujours pris par le texte. Souvent, sur toutes les images, on ne voit plus une image, on voit le sous-texte. Ouais, le livre d'images, pardonnez-moi d'y revenir, puisque vous aviez également présenté une installation et une exposition au Château de Nion, à laquelle vous avez participé. On a d'ailleurs quelques images de cette exposition-là. C'est un film qui sera à nouveau présenté, là, lors de cette journée hommage le 22 janvier au Casino Théâtre de Rolle. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce film et cette exposition, elles ont un sens différent pour vous ? Non, encore, moi, c'est la poursuite. Enfin, si j'ai plus encore qu'avant, parce qu'avec lui, en plus, on avait des projets, donc on préparait des films, on tournait des films. Mais déjà avant, enfin, l'exposition, je l'ai proposée il y a 2 ans, celle de Nyon. On vient d'en terminer une autre à Paris la semaine dernière, ou alors que je présente les films où je fais des masterclass un peu dans différents endroits du monde. Je ne veux que partager le fait que c'est pas un cinéaste compliqué, c'est pas un artiste impossible, que c'est qu'il ne faut pas chercher à comprendre, mais qu'il y a énorme à apprendre en comprenant ces films. Et tout ce que je veux faire, c'est simplement simplifier la manière de les percevoir. Et Jean-Luc, quand il a vu, je ne sais pas si vous passez l'image de l'expo, quand il a vu cette expo, il était extrêmement saisi. Donc, Sentiment, c'est une passion, qui était au Château de Nion. Parce que tout à coup, moi, ce que j'avais proposé, c'était de mettre de l'espace dans le film. Parfois, un film, c'est un peu serré dans un temps, 1h30. Et lui, un film, on prend 4 ans pour faire un film. Enfin, lui, il prenait 4 ans pour faire un film. Et 1h30, c'est trop court, c'est trop dense, c'est hyper dense. Tandis que juste de mettre de l'espace, de séparer les choses, et que comme ça, vous, le spectateur ou la spectatrice, puisse vivre à l'intérieur et recevoir par lui-même les choses sans que ce soit enfermé dans une image. Longtemps, depuis 10-15 ans, il disait, mais il faudrait que... C'est plat. Toutes les images, c'est plat, c'est lisse. Il faut mettre de la profondeur dans l'image. C'est pour ça qu'on a fait un film, enfin, qu'il a fait, auquel j'ai travaillé avec mes mains, un film en 3D. On a un peu révolutionné aussi un peu la forme du cinéma en relief. C'était une tentative de mettre de l'espace dedans. Et bien là, dans l'exposition, c'était pas un écran qui passait le film, c'en était 50, et c'est tout un rez-de-chaussée qui était dilaté. Mais d'où la volonté aussi peut-être de rejoindre ce souhait à nouveau avec cette projection qui sera particulière, immersive aussi, puisque je crois qu'il y aura du son qui sera installé un peu partout. C'est vivre le cinéma autrement, ça c'était un souhait aussi de Jean-Luc Godard. Oui, c'est recréer des lieux de cinéma, pas pour dire qu'on va transformer le théâtre de Nion en un nouveau cinéma, mais enfin de toute façon c'est Casino Théâtre, c'est cinéma aussi, mais de créer un lieu de cinéma, de pensée de cinéma, de se repenser que l'image est une rareté. De considérer l'image comme une rareté. On est bombardé d'images tout le temps, partout on scrolle sur Instagram, les machins, là je vois sur vos écrans là au fond, il y a tous les logos des trucs de réseaux sociaux, machin. On est bombardé d'images et là c'est juste de dire stop, on regarde une image. Comme au début de l'histoire du cinéma, comme dans les premières projections des Frères Lumière, il n'y avait pas de cinéma, il fallait inventer un endroit où on regarde un film, ça peut être un théâtre, ça peut être un café, ça peut être mais juste la rareté de l'image, pour avoir une pensée dessus. Et puis là, ce qui va être amusant, c'est qu'on ne va pas projeter le film, mais on va le placer sur un téléviseur sur lequel il a travaillé et de mettre des haut-parleurs qui sont un peu comme dans son salon. Et là, c'est amusant parce qu'on le fait à côté de chez lui. On est à Rolle. Et c'est important de considérer qu'on est maintenant ici à Rolle. Ouais. Voilà, être ça ici, a forcément un sens. Fabrice Aragnon, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cette possibilité-là, mais vous en parliez tout à l'heure. Vous avez évoqué le fait que plusieurs projets étaient également en cours. Est-ce que vous, artistiquement, vous auriez envie de continuer à peut-être utiliser du matériel que vous aviez, que vous partagiez avec Jean-Luc Godard et en créer autre chose? Est-ce que là, il y a des pistes? Vous avez écouté dans mes pensées, je pense. Je ne sais pas, mais enfin, il y a des idées comme ça. Pour l'instant, ce n'est pas encore un projet, mais il y a les idées de poursuivre... concrètement, la grande force de création qui a pu se passer dans cette petite maison, petit appartement de 2 rue des Petites Buttes, poursuivre ce geste-là et de le faire partager à d'autres. Donc, pour l'instant, c'est une idée. On va chercher des partenaires. Ouais, une idée ambitieuse, parce qu'on sait que Jean-Luc Godard tenait à garder aussi sa privacité, sa famille aussi. Donc, aller exploiter cette maison, ça serait... C'est plutôt l'idée d'exploiter... Ouais. Parce que s'il a une petite table en bois, il faisait des petites choses avec ses crayons, mais à travers ça, c'est l'idée du cinéma, on fait une image petite et on la projette en grand.
Donc il travaillait en petit, mais ses idées étaient immenses. Et la manière de concevoir, de revoir le monde, penser l'actualité, de mettre le doigt là où... ça, c'est immense. Donc c'est cette chose-là que j'ai envie de poursuivre, ou de donner à poursuivre. Enfin, c'est une idée qu'on a pour l'instant autour de ça. Enfin, je ne sais pas, votre question était à deux... Si justement il y avait idée de créer d'autres choses, d'autres documentaires artistiquement ou pas, avec ce que vous aviez déjà commencé avec Jean-Luc Godard, on l'entend en tout cas, le souhait est là. Fabrice Aragnon, pour terminer, les gens qui ne connaissent pas Jean-Luc Godard, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? De repenser que quand ces personnes qui ne connaissent pas Jean-Luc Godard, qu'est-ce qui les émerveillait quand ils avaient 6 ans? Et puis de retrouver ce truc-là, qu'est-ce qui était émerveillant pour eux quand ils avaient 6 ans, et d'aller voir un film de Jean-Luc Godard et de se dire, tiens, je vais le regarder comme si j'étais un gamin de 6 ans. Et si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Laissez passer. Peut-être tout à coup, il y a une image, peut-être tout à coup, il y a un son, une phrase, un mot, un truc qui résonne en vous. Gardez ça. Après, vous continuez. C'est tellement dense, un film de Jean-Luc, qu'il ne faut pas se dire, je dois le comprendre, je dois comprendre. Moi, ma première approche avec lui, on n'a peut-être pas le temps, là, mais quand j'ai dû le voir à Rolles, justement, j'avais un rendez-vous avec lui, je m'étais dit 2 jours avant, mais qu'est-ce que il va me passer à l'examen. On se met la pression, forcément. Oui. Ouais. Et tout le monde me disait, mais Godard, il a un caractère hyper... il peut être colérique, il va... il est là. Je dis, mais qu'est-ce que moi je vais pouvoir lui dire? Qu'est-ce qu'il va me passer à l'examen? Il va me guillotiner. Et ça s'est passé comment? Adorable, rien, non, aimable, simple. Humain, enfin enfantin, quoi. Puis tout de suite, je dis, oui, très bien, moi je peux bricoler comme ça, oui, voilà. Il faut aller, dans un film de Jean-Luc, il faut y aller tout doucement, tout simplement, comme il est, quoi. Enfin, il n'y a pas de... Et après, petit à petit, vous découvrez des choses, puis une idée vous apparaît, puis donc vous pensez, mais alors, quand il dit ça, mais alors, quand il montre ça, mais alors. Avec son âme d'enfant et tout ça, c'est à voir donc le dimanche 22 janvier. Fabrice Aragnon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. Merci, à vous aussi. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Belle suite de programmes. On se retrouve à partir de lundi.